Histoire de CM. Tous les 15 jours, AgoraPulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Carole Cottard, responsable marque digitale de Naturalia. Salut Carole. Salut Ambroise. La food fait partie de ton ADN, tu as travaillé pour Michel Augustin auparavant, tu es maintenant chez Naturalia. On peut dire que tu nourris une vraie passion pour ce secteur. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de cacher ma grosse passion pour la food. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand on est dans la communication d'arriver à lier un domaine qui nous plaît, qui nous passionne à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, l'objectif principal, c'est de valoriser un produit, une démarche. Et quand ça nous plaît, c'est bien plus facile. Donc voilà, je trouve que pour parler avec des étoiles dans les yeux, avoir un attrait particulier, une curiosité naturelle, autant lier notre centre d'intérêt et notre métier. Et ce que je trouve chouette avec la food dans la bio, c'est qu'en plus, on valorise des démarches, des filières, des métiers où il y a plein de jolies histoires derrière. Donc voilà, c'est quand même plutôt chouette comme métier. On a pu développer ce sujet avec d'autres community managers s'il fallait avoir cette passion pour être un bon CM dans le secteur dans lequel ils agissaient. Et la réponse était souvent quand même oui. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, notamment avec le CM des Jeux Olympiques. Forcément, c'est un passionné de sport, sinon ça ne fonctionne pas. Alors si on parle de Naturalia, la marque en elle-même, elle a été créée en 1973. Vous êtes les pionniers donc du bio en France, bien avant que ça soit la grande mode, la grande vague du bio qui arrive. Et puis voilà, il y a eu l'essor du marché de bio qu'on connaît tous maintenant. Beaucoup de concurrents ont émergé. Du coup, comment Naturalia a su garder peut-être ses caractéristiques, son caractère fort et du coup son identité qui fait qu'elle se différencie toujours de la concurrence? Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette posture de pionnier de la bio. On est né en 1973, comme tu le disais, et le label bio, il est né en 1985. Donc en fait, nous, dès le début, on avait cette envie de proposer une démarche saine qui soit pour l'alimentation et pour la planète, ce qui nous a poussé très tôt à intégrer plein de problématiques sociétales dans notre offre, au-delà des produits. Et du coup, très tôt, de proposer une vision assez progressiste de la bio. Donc en fait, dès le début, on a eu cette vision un peu progressiste et du coup qui nous a assez différenciés de la concurrence. Et aujourd'hui, ce qui nous distingue, je dirais que c'est qu'on a toujours cette volonté de devancer les usages. Par exemple, en 2017, on a lancé des Naturalia 100% vegan. Je trouve que c'est quand même assez audacieux. Et on a fait une campagne sur les protections hygiéniques aussi qui était assez avant-gardiste et du coup très commentée, etc. Donc je crois que dans notre ADN, il y a vraiment cette volonté de devancer les usages, d'être progressiste, mais aussi de les accompagner, d'être peut-être plus dans la pédagogie, dans l'accompagnement et aussi un peu dans les petits pas être dans l'injonction, mais plus dans l'invitation à découvrir d'autres pratiques de manière positive sans forcer et sans être trop militant, injonctif. Et du coup, je dirais ce côté avant-gardiste et aussi une offre qui est particulièrement riche au niveau des produits. Quand on parle bio, je suppose aussi que ce secteur, il y a des difficultés particulières ou en tout cas des pressions particulières. Peut-être une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'exigence qu'il peut y avoir en face de la communauté. Vous nous faites une promesse si jamais on révèle que en fait un produit n'était pas si bio que ça, qu'en fait il y a un jeu avec les labels, etc. Il pourrait se sentir trahi. Alors ça, c'est une possibilité, mais est-ce que tu vois d'autres éléments ou est-ce que tu veux développer celle-ci qui, toi, en tant que aussi CM, te demande d'être particulièrement vigilante de crises qui pourraient éclater sur les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai que Naturalia, je pense que plus qu'en tant que distributeur, on est suivi sur les réseaux sociaux parce qu'on est un peu un porte-parole de la bio. Et du coup, forcément, on est amené à parler de sujets d'actualité, d'enjeux, des sujets en fait qui peuvent être passionnants, mais qui portent à débat. Et du coup, ce qui nous amène à être particulièrement attentifs à plusieurs choses qui peuvent être des difficultés sur les réseaux. Je pense notamment au sujet en tant que tel. La bio, c'est un sujet technique, ce qui nous amène à devoir faire preuve de pédagogie et ça peut être un peu contradictoire avec le format des réseaux sociaux où c'est beaucoup des petits formats brefs, directs, un peu snacking. Donc, à nous d'être malins et de trouver des formats à la fois pédagogiques et quand même un peu directs.
Et deuxième chose qui me vient en tête, c'est le côté modération. Vu qu'on est sur des sujets pointus où des personnes ont vraiment des avis et des partis pris, à nous d'avoir bien préparé, anticipé nos sujets et d'être à l'aise dans les réponses qu'on va apporter. Et puis je dirais que un peu garder le cap, garder le ton. Nous, notre volonté, c'est d'avoir un ton léger et détendu. Donc sur des sujets qui peuvent parfois s'enflammer, garder un petit peu de légèreté et recentrer le débat en évitant des prises de tête qui s'enchaînent, quoi. Alors je vois déjà deux réalités dans ce que tu nous as partagé là à l'instant. La réalité qui est celle d'être porte-parole, par exemple, de la bio, comme tu disais, mais il y a aussi certainement la réalité de dire il y a une promo et ce produit-là, faut qu'on le mette en avant, quelque chose de beaucoup plus pragmatique, on va dire. Du coup, comment tu décrirais les objectifs que vous avez sur les réseaux sociaux? Comment sont utilisés ces outils? Vous avez aussi un site internet, vous avez certainement une newsletter, vous avez aussi peut-être des fascicules, des brochures. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul outil de communication. Donc celui-ci particulièrement, les réseaux sociaux, comment vous souhaitez l'utiliser? En tant que distributeur, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets à parler, raconter. Du coup, il faut savoir faire un tri. Et je dirais que notre envie principale, bien sûr, c'est de répondre aux envies des consommateurs qui nous suivent. À savoir, eux, ce dont ils ont envie, c'est de trouver des infos sur la bio, donc pas mal de conseils, d'expertise. On a d'ailleurs développé un petit format qui s'appelle Buy de Bio, où en fait il y a des employés de Naturalia qui prennent la parole directement pour raconter un peu leur produit coup de cœur ou une astuce ou voilà. On propose aussi un format plus un peu do it yourself, un peu plus pragmatique, qui nous permet de répondre à l'usage de certains de nos produits où parfois c'est pas forcément évident. Et du coup voilà, on propose des petites vidéos do it yourself. Beaucoup de recettes, bien sûr, parce que l'alimentaire, ça représente une grande partie de notre offre et c'est un sujet qui plaît sur les réseaux et moi aussi qui me plaît beaucoup personnellement. Donc, on adore proposer plein de recettes de cuisine qu'on fait en association aussi avec des influenceurs. Donc ça, c'est notre format Balek, je dirais le format phare qui démocratise un petit peu la cuisine bio. Et autre chose aussi, je dirais un peu de légèreté parce que ça fait partie aussi de notre ton, un peu ne pas se prendre la tête et voilà, faire juste du contenu un peu fun comme ça pour détendre l'atmosphère. J'allais te poser la question de tes objectifs personnels à toi sur les réseaux sociaux, mais j'ai cru déjà détecter que ce serait peut-être l'épanouissement plus autour des recettes, plus autour de la cuisine peut-être. Ah oui, alors clairement, sujet autour de la food, ça j'adore. Donc je trouve qu'il y a un gros sujet chez nous, c'est l'usage. Parfois, on est un peu paumé face, je sais pas, à de l'orge perlée ou du cacha. Donc, pour moi, il y a un objectif de expliquer les usages de certains produits. Et du coup, on le fait grâce à des influenceurs qui sont des chefs, des cuisiniers et qui vont nous expliquer leurs méthodes. Et moi, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui touche à la love brand. Et je trouve qu'on a toujours une marge de manœuvre là-dessus à aller chercher, une marge de progrès plutôt, sur voilà comment être plus dans l'interaction avec notre communauté, avoir plus de petits mots doux, de petits réflexes un petit peu sympas envers notre communauté, nos influenceurs. Et voilà, je trouve que ça participe tout de suite au capital sympathie et à la bonne image de la marque. Un peu de douceur, un peu d'amour, on en a tous besoin. Naturalia est très actif sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur pas mal de réseaux sociaux, mais comment vous avez fait le choix? Je suppose qu'il y avait des évidences et puis des choses un peu historiques. Bon, il y a Facebook, mais aujourd'hui, c'est vrai que les plateformes généralistes, je pense pas qu'on en voit de nouvelles apparaître là dans les jours, dans les mois à venir, mais plutôt des plateformes très spécialisées sur des contenus, sur des usages. Comment vous faites le choix d'y aller? Un TikTok, un Twitch, ça doit poser question forcément? Alors oui, forcément. Effectivement, il y a les historiques type Facebook où là, en fait, on entretient, c'est de la fidélisation. Instagram, bien sûr, là, c'est une évidence parce que ça correspond aussi complètement à notre cible qui est dessus et les usages que ça permet correspondent complètement à nous, ce qu'on a envie de faire. Après Pinterest aussi, nous on aimerait être plus actifs dessus parce qu'en fait ça offre énormément de possibilités d'inspiration en cuisine, en conception de magasins, même des choses assez insoupçonnées. Et puis ça génère aussi beaucoup de trafic vers le site internet, donc ça peut offrir des belles opportunités. Pour TikTok, je pense que comme beaucoup de marques, on s'interroge et aujourd'hui on l'utilise plus sur un mode un peu laboratoire où on teste. On a un peu d'intuition sur ce qui peut marcher et voilà, donc on essaye. On n'a pas encore une vraie stratégie dessus, mais pourquoi pas à terme.
Voilà, je dirais aujourd'hui c'est nos principaux, et bien sûr LinkedIn, où là on est quand même assez attendu sur ces sujets parce que on est porte-parole de la bio et ça fait écho à plein de sujets d'actualité, d'enjeux où des prises de parole un petit peu plus longues peuvent être faites, et c'est un bon format pour ça. Donc on est aussi pas mal attendu et actif sur LinkedIn. Comment ça se passe en interne? Parce que c'est bien de se dire qu'on va sur TikTok, sur LinkedIn, qu'on va faire tel ou tel contenu, mais il faut les compétences en face et certainement ça demande une logique aussi d'organisation. Comment ça se passe? Alors concrètement, donc moi je suis dans l'équipe marketing. J'ai Sidonie qui est la directrice marketing avec moi, qui a tout le temps énormément d'idées et qui impulse beaucoup de choses. Et avec nous au quotidien, on fonctionne avec 2 agences. Une agence créa, en fait, qui va répondre à nos briefs et nous proposer plein de contenus différents, et une agence média pour accompagner ces dispositifs, suivre les performances, faire des reporting, etc. Et du coup, en fait, ça nous permet d'être quand même très alerte sur plein de sujets, d'être assez réactif. Et du coup, je trouve que ça permet aussi un bon mix entre on a une stratégie un peu fil rouge et en même temps, on peut se permettre d'être réactif et dès qu'il y a une tendance, quelque chose, de rebondir dessus. Voilà. Donc, c'est un bon mix. Ouais, carrément. Alors, regardons justement du côté de la créa et des contenus. Ils sont rois sur les réseaux sociaux. Comment vous gérez ces contenus? Tu disais donc c'est des briefs, c'est une agence qui va les produire. Comment vous faites pour garder aussi cette fraîcheur, cette spontanéité, ce naturel, j'ai envie de dire, qui fait partie même de votre racine, puisque on le retrouve dans votre nom. Comment ça se passe au quotidien? Alors, effectivement, je dirais qu'il y a 2 façons. Il y a les contenus anticipés, où clairement, des mois à l'avance, nous, on sait qu'on va avoir une prise de parole sur tel sujet hyper important, donc on va directement réfléchir à une déclinaison sur les réseaux. Donc là, voilà, on a le temps de préparer, de s'interroger dessus, de faire des briefs, des retours de briefs. Une V1, une V2, une V3, une VF. Exactement, on a tout le temps. Et donc là, voilà, c'est la partie, je dirais, la plus facile. Et puis, il y a la partie plus spontanée, qui est très chouette aussi, où en fait, par exemple, en ce moment, on a une obsession sur les sandwichs. Et on est allé s'acheter une crédence, on est allé faire les courses chez Naturalia. Et voilà, juste, on s'y est mise, on s'est un peu éclaté dans notre pseudo-cuisine, et hop, on diffuse sur les réseaux et on se prend pas la tête si la lumière est parfaite, si le rendu de la photo est impeccable. Juste, on s'éclate, nous, ça nous donne envie et on a envie de le partager sur nos réseaux, et on se dit que ça plaira à notre communauté, et puis voilà, on teste. Ouais, c'est super intéressant, cette double approche à la fois spontanée et plus travaillée, et puis ça crée une sorte d'équilibre au final. Comment vous faites pour mesurer justement ces retours et peut-être on pourra parler dans ce que tu mesures aussi des premiers résultats que tu as. Par exemple, je suis curieux de savoir, est-ce qu'un contenu qui a mis plusieurs mois à être créé, qui a demandé des moyens des fois pharaoniques, dans évidemment l'échelle qui est la vôtre, et en face un contenu comme tu dis, tiens, on va faire nous-mêmes notre petit sandwich, et quand on regarde du coup le coût humain, c'est pas si dingue, et des fois c'est peut-être un qui va prendre plus le pas sur l'autre et ça peut être un peu déstabilisant. Donc comment quel rapport tu as aux mesures? Alors c'est hyper vrai ce que tu dis. En fait, il y a même un côté un peu hyper sympa et à la fois frustrant de se dire mince, un contenu là qu'on a fait en une après-midi, finalement, il a plus pris que quelque chose qu'on avait bien plus réfléchi. Donc, en fait, à la fois, c'est cool, et à la fois, ça invite à s'interroger aussi un petit peu. Et du coup, ce à quoi on est particulièrement attentif, c'est le reach de nos publications. Je dirais même plus que le taux d'engagement, parce que finalement, ça nous garantit un peu le côté visibilité. Bien sûr, le taux d'engagement, mais voilà, en deuxième position pour un peu surveiller la considération qu'on porte à nos posts. Et ce à quoi on est aussi hyper attentif, c'est l'évolution de notre nombre de fans, aussi par rapport à nos concurrents. On surveille un petit peu comment les différentes communautés évoluent, parce qu'on sait qu'ils sont très volatiles, et du coup, surveiller à quel point c'est volatile, et puis bien sûr chercher à recruter des nouvelles cibles. Et alors après, il y a la question qui vient tout de suite et qui est forcément logique, c'est celle du retour sur investissement. Comment ça se passe? Vous mettez en avant un pot de crème et puis après vous mesurez l'accroissement de vente de pots de crème en France dans les 2 semaines qui suivent, ou c'est pas aussi direct? Je dirais que c'est pas aussi direct. On va plutôt le faire grâce à des métriques un petit peu plus généralistes, où on va
regarder nos baromètres de réputation, on va regarder les performances d'un poste, ou même des choses bien plus qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais en fait qui sont hyper qualitatives, qui vont être des commentaires sur des posts où on va avoir un peu une déclaration j'ai testé votre dernière pâte à tartiner, elle est incroyable. Et là, c'est pas mesurable, mais on se dit on a un petit retour quand même qui est intéressant. Qualitatif, du coup. Et tu parlais de veille concurrentielle. Comment ça se passe, ça, justement toujours un petit coup d'œil quand même de qui fait quoi, comment? Bien sûr, on regarde complètement ce que font nos concurrents. Et je dirais pas que. Moi, j'aime bien me nourrir aussi de comptes ou de créateurs de contenu ou de marques qui sont aussi dans des environnements, des univers complètement différents. Et je trouve que ça peut nourrir vraiment plein d'inspiration et même encore plus. Donc voilà, à titre personnel, j'adore regarder même dans des univers textiles ou autres. Roulement de tambour, dernière question, celle que ceux qui écoutent régulièrement notre podcast connaissent bien, celle où on se téléporte 10 ans en avant. Comment penses-tu faire ton métier de community manager dans 10 ans ? Alors, déjà, je pense que si on regarde les 10 dernières années, on voit qu'il y a eu énormément d'évolution dans le métier de community manager. Du coup, réfléchir à dans 10 ans, clairement, ça paraît de la science-fiction. Mais je dirais que on pourrait s'attendre à ce que la communauté prenne encore plus de place qu'aujourd'hui et plus de place que, des influenceurs ou des marques. Et du coup, je pense que va falloir être particulièrement être attentif à d'une part les évolutions technologiques, digitales d'un côté et le rôle de la communauté de l'autre. Et du coup, le community manager au centre de tout ça, va devoir être assez créatif dans les façons de réinventer cette relation, d'être encore plus dans la proximité, dans la construction de projets. Dans tout ça, on peut mettre un petit peu de métaverse si on veut fantasmer et se dire qu'il y aura aussi un nouveau terrain de jeu à exploiter. Donc je pense que il va falloir être particulièrement attentif aux nouvelles technologies, savoir les maîtriser et savoir mettre toujours beaucoup d'humains au cœur de tout ça, ne pas perdre de vue la relation client qui est essentielle et puis et garder en tête que c'est des enjeux d'image qui sont hyper importants entre les mains du community manager. Merci Carole de nous avoir plongé au sein de la marque Naturalia et puis au sein aussi de ta passion du coup de la food. C'était super, j'ai appris plein de choses. On se dit à très vite. À très vite. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse en partenariat avec J'ai un pote dans la com et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.